please visit my website, programtokill.net. Go to plans and prices for even more exclusive information. You can also support me now on Patreon. Add me on TikTok. And leave a like and comment. Ils ont choisi le camp des coupables, moi j'ai choisi le camp des victimes. Les coupables doivent se taire et les victimes doivent parler. C'est aussi simple que ça. Ce sont des faits graves, ça, ce que je peux vous dire, qui sont fortement inscrits, qui tournaient au début par jeu sexuel et qui terminaient de manière très brutale. Il est question, disons, de faits de mœurs très graves, d'orgies sexuelles à caractère sexuel mettant en présence des mineurs, d'âge notamment, qui en sont les victimes et pouvant aller jusqu'au meurtre. Le 21 décembre 1996, à quelques jours de la Noël, la Belgique est plongée dans un mauvais film d'horreur. La cellule de Neuchâteau perquisitionne l'association Abrasax, une école de sorcellerie soupçonnée d'organiser des partouzes sataniques auxquelles auraient participé Marc Dutroux et Bernard Weinstein. Je ne savais pas qu'en la fin du XXe siècle, on ne pouvait pas donner de cours de sorcellerie sans être taxé de secte perverse qui tue des enfants. Ça ressemble furieusement à la fin du XVIe siècle. Les bûchers de l'acquisition, la presse les a rallumés. Tuyautés par certains enquêteurs, les médias se déchaînent. Ils évoquent des sacrifices humains, en oubliant que les dirigeants d'Abrasax n'ont jamais caché leurs activités. Joyeux anarchistes maniant la provocation, les sorciers d'Abrasax avaient reconstitué une messe noire pour l'écran témoin. Comble de l'absurde, ce gros clin d'œil fut considéré en décembre 96 comme une preuve de leur débordement sanglant. Je t'opprime parce que ton pentacle propose une promesse de supplice et de honte pour qui se hausse hors de l'humanité. Je t'opprime encore parce que ton règne... C'est du théâtre, on a montré ça pour la télévision. Le BCR, le Bureau central de renseignement de la gendarmerie, n'avait pas compris que c'était de la fiction. Dans un rapport consternant, l'un de ces brillants analystes indique qu'Abrasax pratique des messes noires, rouges et satanistes qui s'achèvent par une orgie sexuelle. Plus étonnant encore, certaines personnalités de la magistrature et des services de police protègent cet institut, affirme sans preuve le rapport du BCR. Les enquêteurs ont tout saisi, ont saisi les listes de nos élèves, ont saisi jusqu'à la plus petite carte de visite, et ils sont les premiers à reconnaître qu'il n'y a pas tout ça. Alors qu'est-ce que c'est que cette connerie, cette bêtise? Et croyez-moi, si on avait été des criminels et qu'on avait eu des protections, on n'aurait peut-être pas eu notre perquisition. Lorsque les enquêteurs déboulent chez Abrasax, ils sont persuadés qu'ils vont tomber au beau milieu d'une orgie. Le rapport du BCR faisait en effet l'amalgame entre Abrasax et un calendrier sataniste des crimes rituels. Ce calendrier est un faux, inventé aux États-Unis et reproduit dans un livre très peu sérieux, intitulé Les cultes de l'enfer. Patricia, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Je n'ai jamais voulu me retrouver sur une... Après l'affaire Abrasax, c'est au tour des fameux témoins survivants de l'enfer d'envahir nos écrans et nos journaux. Elle n'a pas menti, c'était pas du tout mon but. Mon but au départ... Le poids des mots, le choc des photos. Patricia, appelée aussi Nathalie, fait la couverture du magazine Paris Match. Violée par son père dès son plus jeune âge, celui-ci l'aurait livrée à un grand réseau pédophile. À 32 ans, Nathalie crie son désespoir parce que la justice belge ne veut pas la croire. Adolescente, elle aurait été obligée, selon elle, d'avorter au cours d'une grande orgie dans un château de Bruxelles. Après avoir brûlé le fœtus dans la cheminée, ces odieux abuseurs l'auraient forcée à enterrer les cendres dans le jardin du manoir.
Plus tard, un deuxième enfant lui aurait été enlevé par un prince débauché, l'un des chefs du réseau diabolique. Et puis, il y a une troisième naissance. C'est un petit garçon qui aurait été sacrifié, lui, un 7 février, une date qui reviendra dans l'histoire de Nathalie, sacrifié au cours d'une orgie qui se passe de nouveau dans un château. Et là, au cours d'une scène absolument délirante, où les enquêteurs ont vécu ça eux-mêmes comme un traumatisme, en pleurant, en bavant, en révulsant ses yeux, en tombant par terre, elle finit par avouer que ce gosse, son enfant, a été sacrifié sous ses yeux et qu'elle a vu que l'on arrachait de sa petite poitrine le cœur encore palpitant. Juste après le début de l'affaire Dutroux, en septembre 1996, Nathalie avait confié son récit à un enquêteur de la BSR, Theo Van Dijk. Monsieur Bourlet, bonsoir. Monsieur le procureur du Roi, vous êtes depuis Neufchâteau en direct dans votre bureau, entre autres choses pour faire le point sur l'enquête avec nous, et vous pourrez intervenir à n'importe quel moment dans cette émission. Ma première question, c'est une question d'actualité. Est-ce qu'il y a du neuf par rapport à ce qu'on vient d'évoquer? Est-ce que vous privilégiez maintenant, vous, la piste d'un grand trafic international pour lequel travaillerait M. Dutroux? Rien n'est à négliger. En ce qui concerne les nouveaux éléments, je vous l'avez signalé tout à l'heure, il y a une 6e arrestation dans l'entourage de Dutroux. Sinon, pour l'instant, nous ne pouvons pas privilégier une piste vers l'extérieur, mais il est certain qu'elle est quand même envisagée. Monsieur Bourlet, évidemment, vous allez me dire que ça fait partie du secret de l'instruction, mais vous êtes déjà en possession d'un certain nombre de cassettes. Est-ce qu'il y a des personnes là-dessus, bien sûr, les enfants qui subissent des sévices, et est-ce que vous avez déjà pu identifier un certain nombre de personnes qui commettent ces sévices? Sur les cassettes qui pour l'instant ont été exploitées, on reconnaît Dutroux. On ne reconnaît personne d'autre, mais il y a presque 300 ou 400 cassettes qui ont été saisies. C'est un long travail, pénible. Pour les enquêteurs, le nécessaire sera fait et tous les individus qui apparaîtront sur les cassettes seront identifiés si possible. Un document exclusif prouve que la justice liégeoise possédait des informations sur le comportement troublant de Marc Dutroux quelques semaines après l'enlèvement de Julie et Mélissa. Dans ce fax du 7 juillet 1995, tout est déjà écrit. Dutroux, ses projets, ses maisons. Maintenant, on le sait, on aurait pu retrouver Julie et Mélissa vivantes. Chronique de ce fax tragiquement ignoré. Tout commence le 21 octobre 1993. Un homme, Claude Thiraud, informe le gendarme Christophe Pétens des projets de cache de Dutroux. Christophe Pétens prend ses révélations très au sérieux et vérifie ses affirmations. Le 24 juin, Julie et Mélissa disparaissent. Christophe Pétens réfléchit, il connaît Marc Dutroux. Pour lui, c'est le suspect. Pétens n'a aucune preuve, il n'a que son intuition et son intime conviction. Le 7 juillet, il décide d'informer les enquêteurs liégeois de ses soupçons. Il envoie ce fax à Grasse-Sologne. Il nous avait été signalé que Marc Dutroux était occupé à faire des travaux dans les caves d'une de ses maisons à Marchienne-au-Pont, rue de Stré 17, dans le but d'y loger des enfants en attente d'être expédiés à l'étranger. Christophe Pétens joint les adresses des 5 maisons de Dutroux, y compris celle de Marcinelle, là où on a retrouvé Sabine et Laetitia. Pour convaincre un peu plus ses collègues liégeois, il ajoute cette remarque sur le passé de Dutroux. L'intéressé a fait un long séjour en prison suite à une condamnation pour des viols sur des enfants qu'il enlevait avec son épouse. L'intéressé est propriétaire de plusieurs voitures et camionnettes. Malheureusement, à Grasse-Sologne, on ne s'intéresse que vaguement à ces données. Pourquoi? Pourquoi n'a-t-on pas suivi cette piste plus sérieusement? La révélation de ce fax par RTL-TVI va provoquer beaucoup de remous à la Chambre d'abord. Dès le 22 août, après une minute de silence, les députés interpellent le ministre. Tout a-t-il été fait? Sinon, où se sont trouvés les blocages, les incompétences ou les manquements? Pouvons-nous exclure l'impensable, à savoir que Dutroux ait bénéficié de protection? J'ai aucune indication sur ce point aujourd'hui. Protection, le choc est rude. Un choc plus rude encore nous attend. Toutes les personnes qui seront identifiées seront poursuivies. Ça c'est évident. Ça, c'est ce qu'on dit toujours. Moi, je l'ai toujours dit, et si on me laisse faire, c'est ça fait. Cette petite phrase fait mal à toute la Belgique. Ainsi donc, même lui, le procureur Bourlet, qui n'a peur de rien, doute
La population frémit. Le 25 août, la chasse aux protections est ouverte. L'inspecteur Zico de la PJ de Charleroi est arrêté. Il est soupçonné d'avoir protégé Dutroux, pas dans ses activités pédophiles, mais dans un trafic de voitures volées. 34 jours plus tard, il est libéré. Le soir du 9 septembre, la PJ de Charleroi est perquisitionnée. C'est l'opération Zoulou. 23 enquêteurs sont entendus cette nuit-là. Aucune protection policière de Dutroux n'est établie. Quant aux éventuelles protections politiques ou judiciaires, on n'en parle plus. L'autre préoccupation, l'opération Othello. À Charleroi, les gendarmes croient toujours à la piste Dutroux. Le 25 août, ils demandent au procureur du roi de monter l'opération Othello. Le but, surveiller Dutroux et trouver des éléments matériels qui le relient à Julie et Mélissa. Des surveillances sont organisées à partir d'un wagon de train en face de la maison de Marcinelle. Hélas, les heures supplémentaires coûtent cher, trop cher. Seules 6 observations sont effectuées en 1 mois et demi. L'opération ne donne pas de résultat. Le parquet de Charleroi n'informe pas la juge liégeoise. Les faits s'embrouillent, le public s'y perd, le ministre rassure. Ou encore Marlène de Coquereux, concubine de Nioul, serveuse dans un bar lest, très vite remise en liberté. En fait, près de la moitié des inculpés a été libérée. Si Michel Diacosta-Vrianos reste incarcéré, messieurs Pinon, Thiraud, Rochaud et ici Thierry Dehaene sont sortis de prison. Monsieur Dehaene est cadre à la Royale belge. Il semble bien qu'il ait été victime d'une erreur judiciaire. C'est certainement désagréable, surtout quand on a la conscience tout à fait tranquille et qu'on n'a rien à se reprocher et qu'on était intervenu finalement dans un banal dossier de vol de véhicules dans une compagnie d'assurance. Le palais de justice de Charleroi est en ébullition quand Georges Zico, inspecteur très connu de la police judiciaire carolorégienne, est sur le coup d'un mandat d'arrêt lui aussi. Mais il pourra rentrer chez lui 1 mois plus tard. Monsieur Zico, content d'être libéré? Je suis fatigué, de faire mes avocats. Un gendarme dit nantais, Gérard Vanès, est le 2e membre d'un service de police à être privé de sa liberté dans l'affaire. Comme Georges Zico, il pourrait avoir protégé Michel Nioul et Marc Dutroux. Qu'il est trop tôt pour conspuer Dutroux. Le bureau du gendarme Vanès fera l'objet d'une attention particulière. Au cours des recherches, les pégistes pensent avoir mis la main sur des indices sérieux. Sur le sous-main du gendarme, une note manuscrite indiquant « Le lièvre, pas touché ». Et sous le sous-main, une autre note « Dutroux, camion, attendre ». Avec ces 2 morceaux de papier, les hommes de la 23e sont convaincus d'avoir découvert le poteau rose. Ils emmènent donc le gendarme Vanès pour l'interroger. Lors de son audition, Vanès s'expliquera sur le contenu de ces 2 notes manuscrites. À propos de la note « Le lièvre, pas touché », c'est en mai 95 que Nioul avait informé Vanès de l'existence d'un trafic de voitures volées. L'information venait en fait d'un certain Michel Lelièvre, inconnu à l'époque, il pouvait mener aux organisateurs de ce trafic. Vous avez des PV, donc les PV qui sont réalisés, si vous voulez, par les hommes de terrain, donc qui font état de telle ou telle chose. Par exemple, le fait que Nioul, ce jour-là, son alibi tient. Et alors, on le conforte à différents éléments objectifs. On a été interrogé ceci, cela. Et puis, vous avez, à la fin, un PV de synthèse qui est souvent rédigé par un des chefs de la 23e brigade. Et le PV de synthèse qu'il dirige vont tout à fait dans le sens inverse. Malgré la levée de son mandat d'arrêt, tous les éléments en faveur de Nioul sont relégués aux oubliettes. Les enquêteurs sont déjà sous l'influence de ces soi-disant grands témoins, abusés lors de partouzes organisées par le réseau Dutroux-Nioul. Parmi les prétendus clients, on trouve tout à coup le commissaire Marnette. Décrit comme le complice de Nioul, il aurait fait lui aussi partie du réseau. En février 97, la paranoïa va atteindre son paroxysme lorsqu'Eddie Seuss sera entendu par la commission Dutroux-Nioul sur les protections. Dans le cartable du commissaire principal, le dossier Vanès, celui de Benoît de Gemep et les procès-verbaux qui accusent son collègue Marnette de complicité avec Jean-Michel Nioul. Certains semblent en effet avoir la mémoire courte, car le commissaire Marnette, lui, a déjà démantelé un réseau de pédophilie. C'était en avril 96, 4 mois avant l'affaire Dutroux. Un gendarme abusait de jeunes gens dans un parking souterrain à Bruxelles. Ensuite, il livrait ses victimes à des clients. L'enquête de Marnette et son équipe a permis d'arrêter le gendarme, un pédopsychiatre et d'autres complices. Étrange façon de protéger les réseaux de pédophilie.
Georges Zicot a visiblement le profil du bouc émissaire, mais il n'est pas le seul. Comme pour respecter un équilibre dans la guerre des polices, un gendarme devient lui aussi la cible des enquêteurs. Oui, Gérard Vanesse fera office de bouc émissaire, côté gendarmerie donc cette fois. Il est présenté comme le protecteur de Marc Dutroux. Mais aujourd'hui, certains dénoncent les méthodes des enquêteurs de la police judiciaire. Gérard Vanesse aurait en fait payé le fait d'être le gendarme de contact d'un indicateur nommé Jean-Michel Nioul. Rien de vérité dans cette enquête-là concernant mon mari. Les quelques personnes qui sont responsables de son arrestation et des mensonges qui gravitent autour de cette enquête, le soir lorsqu'ils s'endorment, ont-ils la conscience tranquille? Je me le demande. Présenté comme un des protecteurs de Marc Dutroux, le gendarme Vanesse est inculpé en septembre 96. À bout de nerfs, il décédera suite à des ennuis cardiaques. Dès le début de l'affaire, le gendarme clamait son innocence.